Vous aviez été nombreux à réagir à ma vidéo sur Notebook LM et certains commentaires étaient un peu surprenants. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un débrief de cette vidéo. On va aller voir les commentaires. On va aller voir pourquoi certaines personnes pensent que le doctorat sert plus à rien, voir s'ils ont raison, s'ils ont tort. Et pareil pour moi, est-ce que j'avais eu tort sur certains points? Et dans ce cas, je vais essayer de corriger et d'apprendre par rapport à ce qui a été dit dans les commentaires. Alors même si c'était sur Notebook LM, beaucoup de gens parlaient d'intelligence artificielle en général. Donc je vais aussi parler de ChatGPT. Et on commence avec le premier commentaire. Bon courage, vous allez avoir pas mal de boulot derrière, mais c'est une bonne aide de départ, ça remet quand même en cause la valeur des bacs plus 8 par rapport au bac plus 5. Et pareil un peu plus loin, une bonne part des masters sont fondés sur la rédaction d'un mémoire de recherche, on peut tout aussi considérer que le bac plus 5 est déjà une valeur dépréciée par rapport au diplôme à bac plus 3. Et effectivement, ça réduit un peu l'écart qu'il y aurait entre des bacs plus 8 et des bacs plus 5. Mais je pense que ça met de côté des différences quand même fondamentales. La première différence fondamentale, c'est que les bacs plus 8 et les bacs plus 5 se destinent pas du tout en fait au même job. C'est pas du tout les mêmes métiers. Et je pense d'ailleurs que mettre tout ça sur une continuité, vous savez, licence, master, doctorat, c'est un peu une erreur parce que ça donne cette fausse impression qu'il y a une continuité et donc qu'il y a une cohérence entre les différents éléments. Un autre gros problème auquel les gens sont confrontés, c'est que souvent quand on sort d'un master, en tout cas c'était mon cas et je sais que c'est le cas de pas mal de personnes, on se dit que ça va être plutôt tranquille de faire la thèse parce que on a eu une année, mais souvent quelques mois pour faire son mémoire de recherche, et on se dit qu'on a 3 ans pour faire sa thèse en doctorat, et souvent c'est pas du tout aussi tranquille qu'on le pensait, donc ça montre aussi qu'il y a une exigence qui est pas du tout la même, parce que le mémoire de recherche était assez compliqué, mais là on demande quelque chose de professionnel pour la thèse. Et donc il y a un niveau d'exigence qui est aussi extrêmement différent entre les deux. Et il y a autre chose, c'est qu'en doctorat, en fait, on apprend une manière de poser les questions et on apprend une manière d'analyser les réponses. C'est-à-dire que quand bien même tout le monde peut se servir de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout les mêmes résultats qu'on a. Je prends souvent l'exemple d'une introduction, c'est-à-dire que spontanément, on pourrait demander à ChatGPT de faire une introduction sur un sujet. Et donc il nous sortirait quelque chose qui est relativement correct, ou qui apparaîtrait comme étant correct. Sauf qu'en thèse, quand on veut faire une introduction, généralement il y a un contenu qui est bien précis et qu'il faut tenter de satisfaire au mieux. C'est-à-dire qu'il y a une question de recherche, il faut préciser ce qu'on veut démontrer, il y a des hypothèses, il faut préciser les concepts qu'on va mobiliser, il faut annoncer le plan, et tout ça selon un certain ordre, une certaine logique. Si on ne sait pas qu'il faut demander ça spécifiquement, parce que justement on n'a pas les compétences qui sont liées au doctorat, et qu'on n'a pas cette habitude de ce type de contenu scientifique, quand bien même on a l'intelligence artificielle et qu'on peut s'en servir, on n'aura pas le même résultat. Et quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de recherche verrait une introduction, se dirait qu'elle est peut-être très bonne, mais n'aurait pas cette intuition de il manque ce qu'il faut démontrer, il manque telle hypothèse, est-ce que ça c'est une hypothèse, etc. Donc c'est quand même relativement différent. Le deuxième commentaire, c'est l'intelligence artificielle ne fait que digérer et recracher le travail des bacs plus 8. Ça serait plus élégant de leur dire merci. Alors après, je pense pas que l'IA ne fasse que digérer et recracher ce qui a été fait par des bacs plus 8 parce que ça s'appuie sur beaucoup de sites particuliers, de Wikipédia, sur énormément de sources différentes en fait. Alors on pourrait dire par exemple pour Wikipédia que ça s'appuie sur des sources comme des ouvrages, des articles scientifiques produites par des chercheurs. Mais par exemple pour des sites de randonnée ou pour trouver les meilleures adresses de restaurants, etc. Ou même pour faire une stratégie marketing, etc. Même pour répondre aux emails, en fait, ça s'appuie pas vraiment sur des éléments faits par des bacs plus 8 en fait. Pro tips, tu peux avoir Notebook LM en français, tu as simplement besoin de modifier la langue de ton Gmail, tu rafraîchis la page et ça sera en français. Bah déjà merci, j'aurais peut-être dû faire un peu plus de recherche de ce côté-là. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient ça, et en effet oui ça marche. Voilà, c'était en anglais mon Gmail, j'avais pas compris que ça se calquait automatiquement sur la langue utilisée, mais c'est bon à savoir. Il révolutionne rien. Bon, parce qu'effectivement, dans le titre, c'était suggéré que c'était une révolution et que ça allait tout changer. Moi, la manière dont je mesure une révolution, c'est bon, déjà une définition assez basique. Si vous avez une définition plus précise en commentaire, n'hésitez pas à la partager. Mais c'est l'idée d'un changement rapide et radical dans la société. Donc ça peut être politique, économique, social. Là, en l'occurrence, c'est dans le milieu scientifique. Et je pense que pour être plus précis, on peut utiliser deux indicateurs. Un, est-ce que ça change les modes de vie? Et deux, est-ce que ça change le rapport de force entre différents groupes sociaux? Et moi je pense que oui. C'est-à-dire que niveau mode de vie, ça me paraît assez évident, c'est-à-dire que c'est très rentré dans les habitudes de la plupart des chercheurs d'utiliser Notebook LM, ChatGPT, ça change beaucoup la manière dont on fait la revue littérature, dont on fait la rédaction, etc. Donc là je pense que c'est assez indéniable. Après sur le changement des rapports de force entre groupes sociaux, bon là ça serait pas les rapports de force entre groupes sociaux, ça serait plutôt au sein de l'université. Il faudrait plus de temps pour savoir si c'est vraiment le cas, si ça évolue, etc. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que c'est plus facile d'organiser des colloques, c'est plus facile d'écrire des articles, c'est plus facile en fait de progresser indépendamment du capital social, du capital culturel qu'on a, du lieu de vie où on est. Je peux me tromper, mais j'ai quand même l'impression que, indépendamment de, par exemple, de notre direction de thèse, on peut plus facilement trouver des éléments qui vont contourner les problèmes qu'on a
de cette manière avec NotebookLM, ChatGPT, etc. Mais là, pour le coup, c'est davantage le temps qui va nous dire la direction que ça va prendre au final. Même un singe peut faire un doctorat maintenant. Bon, faudra quand même me montrer le singe en question, mais ça me fait penser au singe qui savait jouer à Minecraft et qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Je suis évidemment plutôt pas d'accord, parce que je pense que les personnes qui s'imaginent qu'on peut tout automatiser à travers l'intelligence artificielle, qui pensent en fait qu'on va pouvoir automatiser toute une thèse à travers l'intelligence artificielle, savent pas exactement ce que c'est une thèse en fait. Et je pense que ça vient d'une confusion entre ce que c'est une connaissance et une compétence. Ce que je veux dire par là, c'est que certes, NotebookLM et ChatGPT, ils ont énormément de connaissances entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait ils ont tout Internet au bout des doigts numériques. Mais une compétence, c'est pas pareil, c'est-à-dire que c'est un savoir-faire, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Et donc même s'ils ont énormément de connaissances, ils n'ont pas de compétences. Donc par exemple, vous pouvez avoir un tuto de piano, voilà, un tutoriel sur comment faire du piano, mais peu importe si on vous l'explique 100 fois, 200 fois, peu importe si on vous l'explique extrêmement bien, faire du piano, c'est une compétence. Il faut pratiquer pour l'avoir. Et pareil pour l'organisation d'une conférence, c'est-à-dire que voilà, il faut savoir jauger les réactions des gens. Parfois, c'est des micro-expressions. Parfois, il faut se reprendre au dernier moment. Il faut savoir comment équilibrer les personnalités, comment structurer une journée. Ça, c'est des compétences. Et parfois, ça se jauge en fait en regardant une personne s'exprimer, en sentant quelque chose qui relève beaucoup plus de l'intuition que voilà, d'une simple connaissance que pour avoir l'intelligence artificielle. Et donc ChatGPT, NotebookLM peuvent vous dire les connaissances, peuvent même vous dire les compétences qu'il faut pratiquer, mais on ne peut pas vous expliquer tellement bien la natation, la danse, que vous savez comment nager ou comment danser, etc. Il faut pratiquer. Et d'ailleurs, alors même que toutes les connaissances sont présentes sur Internet, comment ça se fait que les rues sont pas remplies de gens qui sont calés en histoire sur tous les sujets, qui savent danser, qui savent faire à manger merveilleusement bien, parce qu'il y a une résistance qui est liée au fait que peu importe à quel point ces outils peuvent nous apprendre des choses, il faut pratiquer et il faut intégrer les codes, les réflexes, les pratiques, les techniques, etc. Alors après, je veux pas non plus être trop injuste avec ChatGPT, NotebookLM, il y a l'impression d'une compétence quand même, surtout au niveau de la rédaction d'articles scientifiques, de thèses, elles savent vraiment écrire beaucoup de choses. Mais ça résout pas toute la question, et donc si on résume en fait le doctorat à un ensemble de connaissances et de compétences, je ferai à peu près cette description sur la base de 3 années, évidemment généralement c'est un peu plus long, mais la première année, on fait la revue de littérature, on absorbe l'essentiel des connaissances sur un sujet, et là c'est vrai que peut-être que ChatGPT, NotebookLM pourrait le faire un peu mieux, mais de nouveau, c'est nous, notre intuition, nos goûts, nos stratégies, le positionnement dans ce qu'on veut faire dans notre laboratoire de recherche qui va faire que parmi les dizaines et les dizaines de trous dans la recherche, de questions de recherche que ChatGPT pourrait trouver, ben c'est nous qui allons décider ce qui est le plus pertinent, le plus en phase avec notre intuition, avec nos idées, et ChatGPT peut pas avoir une intuition de ce sur quoi on a envie de travailler plus que nous. En deuxième année, on a généralement la collecte de données, et c'est peut-être là où ChatGPT, NotebookLM peuvent le moins nous remplacer, parce que ce soit pour aller consulter des archives, faire des entretiens, faire des expériences en laboratoire, aller consulter en masse des articles de presse, faire des focus group, en fait, il peut pas, voilà, que ce soit ChatGPT, NotebookLM, ils peuvent pas aller sur le terrain. Alors si on voulait vraiment être flexible, on pourrait dire qu'il y a ce qu'on appelle les agents IA qui commencent à se développer, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui sont structurées non pas par instruction, voilà, fais ça, mais par objectif. Donc par exemple, fais un entretien, et qui vont ensuite faire tout ce qu'il faut, étape par étape, jusqu'à ce que l'objectif soit complet en fait. Mais on n'en est pas encore là, et donc pour en revenir aux commentaires de base, à part dans les films, voilà, j'ai jamais vu de singe faire d'expérience en laboratoire, et tout ça, il faut le faire soi-même. On peut pas avoir l'intelligence artificielle qui le fait, ou en tout cas pas encore, et ça dépasse largement la question de connaissance. Et en troisième année, on rédige. Alors c'est peut-être là que ChatGPT et NotebookLM ils pourraient reprendre un peu le dessus, parce que c'est vrai qu'ils rédigent beaucoup, très bien, assez rapidement, mais il y a beaucoup d'éléments où en fait, de nouveau, ils sont pas très bons. C'est-à-dire que l'introduction, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, ChatGPT connaît pas forcément la structure, et il y a peut-être aussi sur la discussion d'un article scientifique ou la discussion qu'on trouve en conclusion d'une thèse, ça répond à certains codes, et ChatGPT sait pas généralement très bien le faire. Et donc tous ces petits éléments, tous ces petits écarts, voilà, ces choses que ChatGPT peut pas savoir, nous on le sait, on peut pas tout lui expliquer non plus, et donc voilà, si on n'a pas les compétences de poser les bonnes questions et de savoir si ce qu'il nous donne c'est bon, il y a quand même des problèmes qui vont se poser, quoi. Et enfin, il y a le dernier problème fondamental, mais qui est quand même un énorme problème, c'est que ChatGPT, NotebookLM s'appuie généralement sur des choses qu'on leur donne ou sur des bases de données. Or, la recherche est censée créer du savoir. Et donc, c'est extrêmement difficile, en utilisant uniquement les intelligences artificielles, de créer du savoir, puisque par définition, ils s'appuient que sur des choses qu'on sait déjà. Alors là, on a 2 commentaires qui vont un peu dans le même sens. Tu es sympa de donner gracieusement toutes tes données à Google. Vive l'humanisme, sans parler du biais woke de cette IA.
Après, sur le fond, les IA bien choisies vont permettre de changer la vie lorsqu'il est question de traiter un grand nombre de données et de produire du contenu, permettant au vulgus pecum d'être doctorant dans son domaine. Ça, c'est très bien. Et un bon didacticiel pour se faire pomper ses travaux de thèse par Google, merci pour eux. Alors on a 3 choses dans ces commentaires, on se fait pomper nos données, NotebookLM et IA vont permettre à n'importe qui de devenir doctorant dans son domaine, et l'IA a un biais woke. Pour ce qui est de se faire pomper nos données par l'intelligence artificielle, généralement il y a des options aussi qu'on peut décocher, pour éviter que ChatGPT par exemple s'appuie sur les données qu'on lui donne pour nourrir le modèle. Alors après, est-ce qu'ils le font vraiment par contre, ça je sais pas. Aussi, on n'est pas obligé de s'en servir, évidemment. Et après, il faut aussi dire que des gens économisent des jours, des semaines, parfois des mois, avec une IA qui reste quand même gratuite. C'est-à-dire, bon, le prix, c'est nos données, évidemment. Donc, voilà, comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Mais avoir le calcul que chacun fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on considère que ça nous fait suffisamment économiser de temps pour qu'on considère que l'échange, le compromis vaille le coup, quoi. Ensuite, est-ce que ça va permettre à n'importe qui de devenir doctorant dans son domaine? Je pense pas, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire je pense que c'est une confusion entre les connaissances et les compétences, c'est quand même pas la même chose. Alors ensuite, pour l'intelligence artificielle qui aurait un biais woke, alors je vais pas revenir sur toutes les définitions parce que c'est relativement imprécis, il y en a différentes qui sont relativement contradictoires, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre l'idée d'un biais politique, et d'un biais politique d'extrême gauche. Alors déjà on peut faire le test, c'est-à-dire qu'on va lui donner, voilà, je vais lui donner 5 instructions pour avoir des réponses, des images, avec des biais politiques et des biais genrés, qui sont souvent les biais qui reviennent. Donc à chaque fois je vais l'ouvrir dans une conversation différente, comme ça on saura un peu, voilà, ce ne sera pas biaisé par ce qui a été dit avant. Et on va commencer avec une question, voilà, très tranchée, est-ce qu'il vaut mieux voter pour tel parti ou tel parti? Là, j'ai l'impression que la réponse est finalement plutôt relativement neutre, avec des éléments qui permettraient aux gens de faire leur choix, qu'il faudrait évidemment creuser, etc. Ensuite, je vais lui demander de me faire une image d'une personne qui fait de la recherche en sociologie au niveau universitaire. Donc là, c'est une manière de voir si spontanément les postes d'expertise sont représentés par un homme ou par une femme. Là, c'est intéressant parce que certaines personnes avaient déjà fait des tests et souvent, c'était des hommes qui étaient représentés. Donc là, c'est peut-être soit une question de ChatGPT qui en fait a pris en compte ces retours, soit une question de hasard, mais en tout cas c'est pas le retour que j'ai au moment où je le fais. Après cette première instruction, je voulais faire une série d'images en fait pour tenter différents biais politiques et biais de genre. Donc je vais tester ces éléments et ça a donné ce résultat. Donc là évidemment on joue sur les clichés de genre. Ce résultat, donc j'ai testé 2 fois l'idée de voilà, sauver d'une catastrophe, ça m'a fait ensuite ce résultat. Donc là c'est une image qui n'est pas non plus si différente que ça qui a été créée, et je voulais tester une autre instruction qui était cette fois pour retester une image avec un potentiel biais politique. Donc là ce que je vais lui demander, c'est de me faire en fait une image qui est celle-là. Fais-moi une image d'un mouvement politique prônant une noble cause, pour voir s'il y a quelque chose qui spontanément est mis derrière l'idée de noble cause. Donc là, l'image qui spontanément est générée pour ça, c'est quelque chose qui est lié à l'écologie. Donc là, évidemment, je sais les débats par rapport à ça, hein. Certaines personnes vont dire que c'est de gauche, certaines personnes vont dire que ça dépasse les frontières. Mais voilà en tout cas le résultat que ça donne spontanément par rapport à cette instruction. Alors là, après, c'est vraiment juste pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'il y a des vraies études qui ont été faites et qui montrent qu'il peut y avoir différents biais politiques, droite, centre, gauche, en fonction de l'intelligence artificielle, que généralement ChatGPT va être plutôt orienté à gauche, par exemple. Alors après, est-ce que ça touche les chercheurs ? Spontanément, je dirais que dans beaucoup de cas, les sujets s'y prêtent pas vraiment à avoir des biais woke, pour reprendre cette expression. C'est-à-dire si vous êtes en histoire ou en géographie, ou même dans d'autres disciplines, par exemple la physique, est-ce que c'est vraiment pertinent de dire qu'il va y avoir un biais d'extrême gauche qui va s'introduire là? Ça me paraît pas vraiment pertinent, je vois pas exactement comment ça pourrait se placer. Même en sociologie, par exemple, si vous étudiez, je sais pas, l'addiction, de quelle manière il peut y avoir des biais woke par rapport à ça? C'est toujours possible, j'imagine, mais c'est quand même plus compliqué. Aussi, la plupart des demandes qui sont faites, la question se pose pas vraiment. C'est-à-dire que si vous faites un graphique ou un tableau et que vous lui donnez les données, normalement, enfin, il n'y a pas de tableau d'extrême gauche ou d'extrême droite, etc. Pareil pour les graphiques, c'est lié aux données que vous donnez. Pareil pour les introductions, la structure d'une introduction, c'est quelque chose qui est plutôt objectif. Et ensuite, si ça pose un problème, c'est aussi une question qui est liée à votre méthodologie et votre interprétation des résultats. C'est-à-dire que normalement, la méthodologie doit s'assurer d'être la plus neutre possible, ou en tout cas d'arriver à un degré d'objectivité le plus fort possible, c'est-à-dire par une triangulation des sources, par différentes méthodes qui s'assurent qu'on a laissé le moins possible de biais s'introduire. Donc évidemment c'est toujours très difficile de faire ça, et l'objectivité parfaite est impossible, mais je pense qu'il y a quand même des moyens de contrecarrer une intelligence artificielle qui à un moment donné a tenu un propos plus ou moins orienté.
Merci pour la vidéo, j'ai une préoccupation, celle de savoir si le podcast peut également s'obtenir en français. Donc là on voit que Pierre-Étienne avait donné la réponse et il donne l'explication plus en détail dans les commentaires. Le français a l'air de marcher, après j'ai écouté différents podcasts ou différentes vidéos qui utilisaient NotebookLM pour avoir fait un podcast en français et j'ai trouvé que c'était un peu approximatif pour l'instant, que les expressions et la manière de s'exprimer étaient un peu étranges et artificielles. Donc je ne sais pas si ça a évolué depuis, si ça va évoluer, mais pour l'instant c'est plutôt une option qui reste un peu en train de se développer, quoi. Et un dernier commentaire pour la route. Est-ce que NotebookLM est capable de déceler sur un PDF que j'aurais numérisé les surlignages avec un stabilo et les considérer comme étant des notes à prioriser? Comment écrire le prompt pour une efficacité accrue? Pour ça, j'utiliserai davantage de ChatGPT qui peut analyser les photos. En fait, on peut scanner, lui envoyer les photos et lui demander d'identifier le surlignage et le texte qui est derrière. Après, je le ferai pas forcément parce qu'il faudrait tout scanner, en fait. Donc si vous avez des dizaines de pages, ça va être compliqué. Il faut lui envoyer, il faut écrire les instructions, il faut les récupérer. Et sachant que une des meilleures fonctionnalités de ChatGPT et plus encore de NotebookLM, c'est justement d'analyser des grandes quantités de données. Donc si vous avez des PDF, si vous avez même des dizaines de PDF, des centaines de pages de texte à donner à NotebookLM, il pourra les analyser en un rien de temps. Et si vous avez une consigne pour sélectionner les infos que vous considérez les plus pertinentes, NotebookLM pourra le faire très bien. Et j'ai l'impression que ça serait plus efficace que de lui demander en fait de sélectionner le surlignage que vous avez fait vous-même. Voilà, si vous avez d'autres questions sur NotebookLM, mettez-les en commentaire. Surtout si vous utilisez d'autres intelligences artificielles que vous utilisez au quotidien et que vous trouvez très utiles, aussi mettez-les en commentaire parce que je ferai peut-être une vidéo mode d'emploi sur cette intelligence artificielle spécifiquement. Et en attendant, merci pour votre attention.